invité avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. À mes côtés en plateau, Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir Gauguin. Bienvenue à Philippe Wechter qui nous accompagne en visioconférence. Bonsoir Philippe, chef économiste d'Ostrom Asset Management. Je mets quand même évidemment l'accord du G7 Finance sur une imposition mondiale minimum à la une encore aujourd'hui. C'est un sujet de long cours. Évidemment, Sophie, peut-être quelques commentaires avec vous pour commencer. Si je prends la vérité du jour sur les marchés, là j'étais en train de regarder les cours de bourse d'Apple, de Facebook, de Microsoft bien sûr, d'Amazon, même si on croit comprendre qu'Amazon, au stade du compromis trouvé, n'est pas tout à fait dans la cible visée par le G7 Finance. Tous ces titres ne font rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction de marché immédiate autour de ces grandes multinationales qu'on a tous en tête quand on parle d'une imposition mondiale minimum. Comment est-ce que vous appréhendez justement ce sujet, si c'est un sujet d'horizon de temps relativement long aujourd'hui ? Alors, moi je trouve que c'est très encourageant. Ça me paraît légitime. On peut voir le côté positif en cela qu'on était rentré dans des discussions un peu compliquées de la France qui fait sa taxe GAFA, enfin qui fait sa taxe digitale. Nationale, c'est ça. Nationale, puis la Grande-Bretagne, puis l'Espagne, et puis aujourd'hui le Canada qui en parle. Là, on s'oriente vers une discussion qui inclut les États-Unis sur effectivement un sujet qui est le sujet de la concurrence en termes de taxation. Ça va prendre un petit peu de temps. La probabilité que ça soit adopté à très court terme est finalement faible. Il va falloir trouver un équilibre parce que là, ce sont les pays du G7. Ça va être transposé au G20 puis à l'OCDE, 137 pays inclus, etc. Donc c'est effectivement un sujet un peu compliqué, mais c'est extrêmement encourageant. Du point de vue des entreprises, bien sûr, vous pointiez du doigt les grandes valeurs de la technologie. Les 10 plus grosses entreprises américaines en termes de capitalisation boursière ont effectivement un taux d'imposition effectif inférieur à 15%. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles étaient également ciblées directement aux États-Unis. Enfin, je pense que la question n'est pas que les multinationales ne payent pas en Europe, c'est qu'elles ne payent nulle part, en fait. Et donc, il y a une logique. Et je pense que c'est quelque chose... vous le mentionniez auparavant, c'est quelque chose qui s'inscrit quand même dans une dynamique qu'ont maintenant les investisseurs de plus en plus à cœur, qui est la dynamique ESG, bien sûr, dans le cadre de la justice sociale. Et dans ce cadre-là, effectivement, je ne vois pas comment une entreprise comme Apple ou autre peut continuer... alors Apple n'est peut-être pas le bon exemple, mais enfin, en tout cas, peut continuer à ne pas contribuer à une échelle raisonnable à la société. Il faut expliquer, Sophie, quand bien même il y aura encore des trous dans la raquette, parce que on sait que la fiscalité est une source d'ingénierie, d'optimisation permanente. Oui, puis il y a certains pays qui freinent des cas. Et voilà. Et il y aura toujours, j'imagine, matière à faire un peu d'optimisation fiscale ici là. Mais à partir du moment où il y a quand même un cadre politique qui s'est durci et des investisseurs qui regardent justement ces sujets extra-financiers de très près, alors la fiscalité, c'est un risque de réputation très fort aujourd'hui pour des entreprises de cette taille-là. Si demain on comprend que Apple, Amazon, Facebook continuent cette suroptimisation fiscale, cette course vers le bas, un race to the bottom, dit Janet Yellen, sur la fiscalité, il y a un moment, les investisseurs suivront plus. Alors, non, les investisseurs suivront la croissance. D'accord. Mais moi, je pense aux clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend notamment les tranches de clientèle les plus jeunes, ils sont de plus en plus conscients que ce soit de l'environnement, que ce soit de la justice sociale, etc. Alors, on n'est pas toujours forcément très, très cohérent dans ses choix de consommation. On peut être un peu schizophrène. Voilà, on peut être un peu incohérent dans ses choix de consommation, mais malgré tout, la prise de conscience, elle est là et elle est de plus en plus forte. Donc, à mon sens, ça devient un enjeu de réputation commerciale, etc. Après, dans la pratique... cette cohérence, enfin cette cohésion, puisque c'est une cohésion, ça correspond aussi à une baisse de la concurrence fiscale. Ça, c'est nécessairement pas forcément bon pour les résultats des entreprises. Tu vois, quand on avance dans ce sens-là, ça veut dire que justement le run to the bottom que vous mentionnez, donc la course à toujours payer moins d'impôts, elle est terminée en fait. Ça ne va plus être possible. Donc ça, effectivement, du point de vue des résultats des entreprises, c'est moins favorable. Ça peut affaiblir, on parle encore une fois de sujets au long cours, mais on peut concevoir que ce soit un affaiblissement important parfois sur certains cas d'investissement spécifiques.
Alors, on peut, après il faut voir, alors les deux secteurs qui sont le plus concernés, a priori, j'ai fait un run rapide des taux d'imposition effectifs, c'est la technologie, donc ce sont les secteurs de la technologie et de la santé. Ouais. Dans le cas de la technologie, quand on achète de la technologie, en fait, on achète de la croissance des ventes. Et puis après, éventuellement, des résultats et éventuellement un dividende ou des rachats d'actions, etc. Qu'est-ce qui se passe si le taux d'imposition monte ? C'est-à-dire qu'en moyenne, sur la technologie, le taux d'imposition monterait de 4%. Qu'est-ce qui, si tout était implémenté, ça marchait, etc. Ça veut dire qu'il y aura, grosso modo, 4% de résultats en moins. Ça veut dire que s'ils payent en dividende 50% de leurs résultats, il y aura un pouillème de moins en dividende. Ouais. À l'échelle et au regard du profil de croissance de la technologie, c'est ténu. Franchement, c'est pas ça qui va remettre en question le fait qu'on ait envie ou pas d'acheter des valeurs technologiques. C'est plus discutable sur les valeurs de santé, qui ont déjà souffert d'un derating, c'est-à-dire d'une réduction de leur valorisation ces dernières années, parce que justement le secteur de la santé aux États-Unis, où les entreprises avaient leur plus grosse marge, est maintenant en discussion, et ça va pas s'arranger. Ça va pas s'arranger avec les démocrates. Donc là, il y a une discussion, parce que les valeurs de la santé étaient des valeurs très très chères, qui payaient finalement un rendement très faible. Maintenant, ce sont des valeurs presque value, donc des côtés, qui payent un rendement élevé. Et donc, si le taux de dividende baisse, ça veut dire que le rendement baisse. Alors, elles sont déjà moins attractives du point de vue de la croissance, et après elles perdent un petit peu effectivement d'attractivité du point de vue du rendement. Là il y a quelque chose peut-être éventuellement. Mais on est à front renversé en fait entre les deux sujets, enfin la tech et la santé se retrouvent aux antipodes. Exactement, on est sur des sujets qui sont différents. Mais encore une fois, dans les acteurs, il y aura énormément de discrimination parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont des taux effectifs d'imposition qui sont assez élevés. Donc ça va rien changer pour eux. C'est-à-dire qu'au lieu de payer là, ils paieront là, mais c'est bien pour les pays quelque part. Mais ça ne changera rien boursièrement pour beaucoup de valeurs, en fait. Puisqu'elles ont déjà le taux effectif qui va bien. Philippe Wechter, votre regard sur cet accord, c'est un sujet au long cours, effectivement, et on en parle déjà depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. On a cet accord au niveau du G7 Finance. Alors, peut-être un mot sur la portée symbolique de l'accord, Philippe, et puis les impacts macro qu'on peut envisager avec une imposition mondiale minimum peut-être dans les années à venir. Alors, il y a beaucoup de questions qui restent pour l'instant sans réponse, notamment comment est-ce qu'on répartira le produit de cet impôt. Mais déjà, sur la portée symbolique de cet accord, qu'est-ce que vous dites ce jour, Philippe ? Mais, quand on discute de cette question de la fiscalité des entreprises, depuis 20, 30, 40 ans, l'idée est de limiter au maximum la fiscalité des entreprises parce qu'on n'a pas envie qu'elles partent. Et donc, cette course au mieux-disant fiscal, cette concurrence fiscale, est un facteur qui est très discriminant et déséquilibrant dans les économies, puisque finalement, comme on ne veut pas faire payer les entreprises, on fait payer les ménages. Et donc les ménages sont ceux qui payent le plus. C'était un des arguments d'ailleurs qui avait été évoqué par Joe Biden lorsqu'il a présenté son plan sur la fiscalité il y a quelques semaines. Il disait il n'est pas normal qu'un couple d'Américains moyens paye en taux d'imposition marginale beaucoup plus que des grandes sociétés américaines. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la conséquence de cela, c'est que ça inverse le rapport de force entre les États et les entreprises. Si tous les États se mettent d'accord, alors faisons l'hypothèse que l'accord du G7 se généralise, ça veut dire que les entreprises n'ont plus les mêmes marges de manœuvre vis-à-vis des États. Et donc, les États ont la capacité d'imposer des choses davantage aux entreprises. On change l'équilibre des situations. Et là se pose une question qui est celle de l'économie chinoise. On parle du G7, du G20, mais que va faire la Chine dans cette situation ? On sait que les sources d'impulsion aujourd'hui de la croissance, et on l'a encore vu aujourd'hui avec les chiffres d'importation chinoise, les sources d'impulsion sont asiatiques. Si l'Asie et la Chine en particulier adoptent des règles qui leur sont spécifiques, comment cet accord va-t-il fonctionner ? Donc il y a des questions là-dessus, mais je trouve que ce changement dans le rapport de force est intéressant. La deuxième remarque, c'est que effectivement le détail manque encore un petit peu, mais
il y avait un article des Échos aujourd'hui qui indiquait que Amazon finalement pourrait ne pas être concerné par cette situation parce que son taux de marge est inférieur aux 10% qui est évoqué dans l'accord. Alors là-dessus, je pense que il y a juste deux remarques. La première, c'est que Janet Yellen a dit non, vous inquiétez pas, ils seront dedans. Et surtout, Joe Biden, quand il a présenté son plan sur la fiscalité, a cité tout un tas d'entreprises américaines qui ne payaient pas d'impôts. Et il a dit il y a beaucoup d'entreprises américaines qui ne payent pas d'impôts. Il n'a cité qu'un seul nom, c'est Amazon. Donc je ne pense qu'ils ne passeront pas à travers les mailles du filet. Donc voilà, c'est ce point-là. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a un point quand même qui va être extrêmement intéressant à suivre dans les prochains mois, au fur et à mesure que cet accord sera mis en place. C'est que aujourd'hui, que font les grandes entreprises en Europe, par exemple, les grandes entreprises américaines en Europe, elles vont tous à Dublin et elles mettent leur profit à Dublin pour bénéficier effectivement d'un taux d'imposition très faible en Irlande. Alors ça va changer parce que normalement l'imposition sera fonction du lieu où aura lieu où sera fait le chiffre d'affaires et non pas le lieu où sont rapatriés les profits. Ça change quand même pas mal les choses parce que les entreprises américaines sur la techno ne font pas tout leur chiffre d'affaires en Irlande. Donc il va y avoir un changement d'équilibre assez significatif qui va avoir une conséquence sur les chiffres macroéconomiques européens. C'est que depuis quelque temps, les données irlandaises connaissent une volatilité absolument phénoménale, juste liée à des phénomènes de rapatriement de capitaux. Donc ça va disparaître. Mais surtout, les entreprises américaines qui rapatrient leurs capitaux dans des paradis fiscaux utilisent ces profits, enfin veulent limiter le risque sur ce cash dont elles disposent, et donc elles achètent des T-bonds dans une ampleur considérable. Si cette capacité d'optimisation, d'évasion fiscale, on choisit le mot comme on veut, n'a plus lieu d'être, eh bien ces achats de T-bonds n'auront plus lieu d'être. Les entreprises américaines auront la tentation de rapatrier aux États-Unis tout ce cash, parce qu'elles n'auront plus d'intérêt particulier à le maintenir à l'étranger. Elles paieront des impôts ici ou là, mais elles n'auront plus d'intérêt particulier à maintenir ce cash à l'étranger. Donc elles risquent de vendre beaucoup de T-bonds dans les mois qui viennent, au moment où l'accord sera mis. Et puis, que vont-elles faire de ce cash qui sera rapatrié aux États-Unis? Le risque, c'est qu'elles fassent comme elles le font généralement depuis au moins une décennie, c'est qu'elles rachètent leurs actions. Donc les conséquences macroéconomiques de tout cela sont peut-être un peu plus complexes que celles uniquement à regarder la fiscalité, parce que ça aura une incidence sur les niveaux de taux des obligations américaines, et puis sur la question de la valorisation des actions américaines si ce cash est utilisé pour racheter, est utilisé par les entreprises pour racheter leurs propres actions. Donc on a encore beaucoup de choses à regarder, mais on a une situation qui bouge, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec l'arrivée de Joe Biden, les choses se mettent en place. Ce cadre assez global était discuté de longue date à l'OCDE, mais les Américains mettaient leur veto systématiquement. Là, le veto est levé, et donc cette situation, ce changement, ce nouvel équilibre fiscal peut se mettre en place, et on rentre dans une logique qui va être intéressante, d'autant plus que on va avoir c'est probablement une étape supplémentaire dans la bataille, je l'évoquais un peu tout à l'heure, mais on peut le dire autrement, de la bataille entre les États-Unis et la Chine par ce biais-là. Donc il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles on doit réfléchir, mais qui vont être fascinants dans les prochaines années. Mais le point intéressant, c'est que probablement, si cet accord est validé, les grandes entreprises auront certainement moins de poids.
Et ce qui va être intéressant aussi, toujours dans ce cadre-là, dans cette idée qu'il y a aux États-Unis de pointer du doigt les grandes entreprises, c'est que il y a beaucoup de discussions sur le cadre concurrentiel, sur la politique industrielle américaine, et on ne parle pas, la question n'est pas celle du démantèlement parce que c'est trop complexe, mais il y a de vraies discussions sur la situation des entreprises en tant que telles, des très grandes entreprises qui ont des situations de monopole aux États-Unis et sur d'autres marchés. Et donc il va y avoir un équilibre qui va changer si effectivement la politique industrielle américaine change, si la situation, le cadre concurrentiel change aux États-Unis et si la fiscalité évolue en phase avec ce qui a été fait ce week-end. Le dernier point, c'est que 15%, c'est peut-être pas assez. Oui, mais c'est un point de départ. Hein. Je crois que ça a été bien dit par tout le monde au sein du G7 Finance, que ce soit Bruno Le Maire ou d'autres. Voilà, c'est un point de départ et on verra si on peut monter un petit peu ce niveau d'imposition minimum souhaité par aujourd'hui le G7 et on verra ce qu'il en est du G20, de l'OCDE ensuite et de ses partenaires. Ce qui est intéressant, si je fais lien avec les marchés, Sophie, c'est qu'on voit bien, Philippe évoquait les vents, la pression fiscale, la pression réglementaires qui sont des vents contraires aujourd'hui pour les grandes valeurs technologiques américaines et chinoises. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des questions de fiscalité spécifiques sur la tech chinoise, mais il y a des questions réglementaires. On voit bien d'ailleurs que ces segments de marché qui ont été ultra dominants, ultra leaders, le sont beaucoup moins depuis plusieurs mois maintenant. Oui, il y a plusieurs raisons, mais effectivement, l'enjeu réglementaire et l'enjeu de la concurrence, quand on parle du marché américain, effectivement, revient sur le devant de la scène. On parlait d'Amazon, enfin Amazon était mentionné, et c'est vrai que la difficulté aux États-Unis telle que les autorités de la concurrence sont conçues, enfin en tout cas la législation est conçue, c'est que c'était très difficile d'attaquer ces entreprises puisque il fallait démontrer pour attaquer une entreprise sur les bases de la concurrence qu'elle faisait perdre du pouvoir d'achat aux gens. Or, dans un premier temps, effectivement, l'arrivée d'un Amazon, par exemple, a plutôt fait gagner du pouvoir d'achat aux ménages. Il y avait d'ailleurs, je me souviens, il y avait un indice des prix Amazon qui était une espèce de courbe continuellement déclinante. Mais c'est plus le cas. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de trouver effectivement des axes. Quand on parle d'un Amazon, vous savez que c'est une entreprise qui a deux business concomitants, c'est-à-dire un business du cloud, donc des data centers, etc. Amazon Web Services, pour Amazon Web division. Amazon Web Services, qui fournit donc les clouds, alors le nuage. Et puis numéro 1 mondial. Hein. Voilà, le numéro. Et puis le e-commerce. Et on sait aujourd'hui que effectivement Amazon ne gagne pas d'argent dans le e-commerce, mais par contre gagne des fortunes chez AWS, et parce qu'en fait il se sert du e-commerce pour recruter des clients pour son activité de cloud, ce qui lui permet, avec la surrentabilité de l'activité de cloud, de, entre guillemets, mettre en place des pratiques de dumping, donc de vente, notamment avec le système des livraisons, en tout cas de faire de la livraison à perte, puisque voilà, donc c'est quelque chose que ne reconnaîtra jamais Amazon, mais c'est des sujets sur lesquels effectivement maintenant ils vont il y a des angles d'attaque peut-être un peu plus évidents. Il y a des angles d'attaque qui apparaissent plus évidents maintenant que ce n'était le cas par le passé. Aussi parce que cet effet baisse de prix qu'on a eu pendant tous les débuts d'Amazon n'est plus réel. Donc le consommateur ne bénéficie plus maintenant de ces effets-là. Petite parenthèse, ou plutôt prolongeons la discussion, mais du côté de la tech chinoise, Sophie, parce que si on parle d'hypothèses sur la réglementation américaine, en Chine, c'est déjà une réalité beaucoup plus matérielle. Est-ce que la Chine prend un coup d'avance justement en termes de réglementation de ces grandes entités technologiques, fintech ou autres ? Est-ce que pour l'investisseur, ça veut dire que le plus dur est peut-être déjà derrière nous, de ce point de vue-là, du point de vue de la pression réglementaire, du resserrement réglementaire chinois, et après quelques mois de sous-performance, est-ce que pour l'investisseur, c'est déjà un terrain qui se dégage un peu plus pour revenir peut-être sur ces marchés chinois, qui sont eux aussi très tournés vers la tech désormais, notamment quand on investit depuis l'international vers les marchés chinois. Dans le MSCI China. Alors, tactiquement,
J'aurais tendance à dire oui, parce qu'on a eu une consolidation sur l'indice technologique chinois où il y a toutes les grandes valeurs. On ne parle pas de micro-cap, on parle vraiment des Alibaba, Tencent, Baidu, etc., qui sont vraiment des leaders, qui sont les équivalents d'un Google, d'un Amazon, etc. On a eu une consolidation d'une 20% sur une période de temps extrêmement courte. Mais pourquoi on a eu cette consolidation pour une raison qui est, à mon avis, négatif sur le long terme, c'est la reprise en main de plus en plus ferme du gouvernement chinois sur ces entreprises du secteur privé. Et donc maintenant, que ce soit chez Alibaba ou chez Tencent, etc., il y a un membre du Parti communiste dans tous les conseils d'administration. Il y a un droit de regard beaucoup plus fort sur ce qui est opéré par ces grands groupes privés. Et il y a aussi une dimension, le gouvernement applique une lecture sociétale, entre guillemets. Alors Tencent en avait déjà souffert, puisque en fait, quand le gouvernement dit les jeunes de moins de 18 ans ne devraient pas passer plus d'une heure par jour, nanana, on comprend pourquoi, mais c'est le régulateur qui dit bon ben voilà, vous aurez plus le droit, il faudra montrer une pièce d'identité, il faudra enregistrer une pièce d'identité pour effectivement se connecter. Enfin, c'est pas juste un avis, une recommandation. Non, voilà, c'est pas juste une recommandation. Et donc en fait, il y a un durcissement très très fort du contrôle de la mainmise de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui s'est durci ces dernières années et qui a accéléré. On en avait parlé avec la cotation de Ant Financials. Je ne pense pas que la Chine a un coup d'avance, la Chine avait un coup de retard. Face à l'explosion, à la croissance débridée. La croissance débridée de ces grands groupes, et qu'aujourd'hui, elle dit, ben non, maintenant, il faut poser les bases de sociétés plus solides, plus respectueuses de la société, etc. L'exemple Ant était très évident, puisqu'en fait, il n'y avait pas de réglementation. La réglementation bancaire ne s'appliquait pas à Ant Financial, qui en fait faisait du crédit, etc. Donc ils ont demandé tout simplement à Ant Financial d'avoir des taux de dépôt qui soient comparables. C'est pas en soi, c'est pas choquant. D'une certaine manière, à la chinoise, ils ont quand même solidifié ou rendu soutenables des modèles économiques qui étaient en train de prendre beaucoup de place. Et puis il y a aussi une reprise en main du pouvoir. Et ça vaut une décote. C'est-à-dire que je voulais en arriver là. C'est-à-dire qu'il y a une décote sur les valeurs russes. D'accord, parce que effectivement, il y a le fait du prince. Et en Chine, c'est pas Poutine, c'est Xi Jinping. Et Xi Jinping, c'est la frange dure du Parti communiste, c'est-à-dire que c'est un héritage qui remonte plus, qui est beaucoup moins libéral que la frange de Deng Xiaoping, qui était en 1978, c'est lui qui avait créé l'économie de marché entre guillemets en Chine. Et là, on est revenu sur un durcissement. On l'a vu. Au travers de la volonté de la Chine, c'était d'ouvrir, de réduire le poids des entreprises d'État, etc. Et on est revenu en arrière sur ces questions-là. Donc la décote aujourd'hui mérite d'être plus importante qu'elle ne l'était dans les années précédentes. Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, il y a un durcissement, il y a une prise de contrôle beaucoup plus fort par le gouvernement. Et c'est un risque. Pour l'investisseur international, c'est un risque. Parce qu'effectivement, à tout moment, on peut avoir une réglementation qui tombe. Et quand une réglementation tombe, l'entreprise n'est pas en mesure de contester. C'est comme ça. On est habitué au côté administré de l'économie chinoise, mais vous dites, on est dans un moment plus dur que jamais de ce point de vue-là. Voilà, il y a eu un durcissement. Il y a eu un durcissement et ça vaut une décote. Philippe Wechter, je sais pas, on est parti sur la Chine. Si vous avez des commentaires sur la Chine, Philippe, avec grand plaisir. Je voulais ensuite qu'on dise un mot de l'enjeu de la semaine autour de la Banque Centrale Européenne. Philippe. Juste un mot sur la Chine. La vraie question, c'est aujourd'hui, si on investit sur une entreprise chinoise, pas forcément les très grandes, mais est-ce que dans 10 ans, on est sûr de retrouver son capital ? Et la reprise en main politique que mentionnait Sophie va dans ce sens. Et c'est ça qui a changé ces dernières années, me semble-t-il, en Chine. Je voulais juste rajouter un point sur la question de la concurrence aux États-Unis. Je pense que les règles concurrentielles vont changer et parce que les personnes qui s'en occupent ont des idées assez précises sur le cadre concurrentiel dans lequel doit évoluer l'économie américaine. L'idée derrière,
est toute simple, c'est que on s'aperçoit que les grandes entreprises américaines qui font rêver, dont on parle, etc., en fait, ont une contribution très médiocre à la productivité américaine. D'abord parce que ce sont des grands groupes, mais avec cette capacité à racheter tous ceux qui leur font de l'ombre ou qui potentiellement pourraient leur faire de l'ombre. Et donc, prenons Google, rachète tous les Google qui naissent et qui demain pourraient les remplacer. Et cette situation est quelque chose qui est très pénalisant sur la productivité américaine. Et c'est un enjeu majeur pour la Maison-Blanche aujourd'hui. L'enjeu fort pour Biden à la Maison-Blanche, pour Janet Yellen au Trésor, c'est de faire de telle sorte que l'économie américaine retrouve une allure qui soit celle des années 50. Hein. On a un peu cette lecture-là quand on lit Joe Biden. Il faut que l'Américain moyen puisse être à nouveau fier de l'Amérique, etc. Enfin, tout le discours un petit peu habituel, malgré tout, sur les États-Unis. Et donc, il est probable que ces grandes entreprises vont voir devant eux des changements de réglementation qui permettront probablement de redynamiser cette productivité. Et ça veut dire que l'équilibre, là aussi, des grandes entreprises va changer de façon importante. Et de ce point de vue-là, si tous les éléments qui ont été qui ont été jetés par l'administration Biden prennent corps, on aura dans 3 ans et demi maintenant une économie qui aura probablement une tête très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Une décennie très différente pour les GAFAM de celle qu'on vient de vivre. Donc, on suivra ça évidemment pas à pas. Sur la Banque Centrale Européenne, pour avancer un peu sur les sujets, Philippe, quel est l'enjeu cette semaine pour la BCE qui laisse le goût quand même d'une communication un peu compliquée, un peu hésitante, avec un programme d'urgence pandémique dont la date de fin a été fixée à mars 2022. Oui, enfin, il y a deux choses sur la Banque Centrale Européenne. La première chose, c'est que la Fed a annoncé qu'elle ferait peut-être du tapering, c'est-à-dire qu'elle réduirait à un moment donné, dans le futur, peut-être en 2022, ses achats d'actifs. Et il y a eu une espèce de transposition immédiate de ce qui se passait aux États-Unis à l'Europe. Les choses ne sont pas tout à fait similaires aux États-Unis et en Europe. Il y a des plans de relance aux États-Unis qu'on n'a pas en Europe. Et le plan de relance qui a été signé il y a 10 jours en Europe, parce que tous les pays ont validé le cadre, ce plan de relance n'a pas du tout la même allure que les plans de relance américains, ou tout au moins le premier. Sont des plans plutôt à long terme, etc. Ça ne va pas créer une impulsion de croissance immédiate. Donc, on n'est pas du tout dans la même configuration. On profite là très nettement de l'impulsion chinoise, mais cette dynamique, au-delà des effets de rattrapage dont on parle beaucoup, mais la dynamique, elle n'est pas interne à l'économie européenne, elle est très largement en provenance du reste du monde. Donc, on ne peut pas calquer la situation américaine sur la situation européenne. C'est pour ça qu'un certain nombre de membres de la Banque Centrale Européenne ont évoqué depuis une dizaine de jours le fait qu'il n'était pas question pour l'instant de réduire le PEPP. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a encore du temps, parce que malgré tout, la convergence vers le niveau d'activité 2019 sera un peu plus longue qu'aux États-Unis, et la Banque Centrale Européenne n'a pas envie d'aller trop vite sur ces questions, n'a pas envie de se lier les mains demain si la situation changeait, si on n'avait pas cette autonomie de croissance qu'on souhaite avoir. La BCE veut être capable de réagir et de ne pas être contrainte par des engagements trop forts. Donc je pense que jeudi, on n'aura probablement pas grand-chose de neuf, et il n'y aura certainement pas d'annonce comme quoi la BCE changera
son mode de fonctionnement et le mode de fonctionnement du PEPP. Bon, mais ne pas faire grand-chose, dans certains cas, c'est important. Et il faut savoir ne pas faire grand-chose, comme vous dites, quand on est une banque centrale, ne pas céder, par exemple, à la tentation d'être un peu trop enthousiaste ou optimiste sur la reprise. Quand vous regardez le cas d'investissement boursier en Europe aujourd'hui, Sophie, est-ce que les actions européennes sont en train de vivre leur meilleure vie, comme disent les jeunes aujourd'hui? Mais non, mais c'est quand même le sentiment qu'on a. Alors, c'est vrai que... Au-delà de la politique monétaire, de la zone qui n'est pas complétée, etc. Tous les sujets qu'on connaît. Effectivement, nous n'avons pas de risque de surchauffe en Europe, en tout cas. Donc, ce ne sont pas les États-Unis. Non, effectivement, boursièrement, après la phase donc, de très forte surperformance américaine, puisque eux ont réouvert l'économie plus rapidement que nous sommes effectivement dans cette phase très favorable où on va chercher les secteurs en retard les uns après les autres. D'ailleurs, j'ai entendu qu'aujourd'hui, Stellantis faisait une très très bonne journée. Ouais. L'auto, en général. Ouais. Voilà, l'automobile, c'est un des secteurs cycliques encore en retard. On a rebalancé aussi, on a rééquilibré les banques qui avaient énormément baissé et qui, à notre sens, ont encore du potentiel. Donc la réflation en Europe a encore de la place. Oui, et c'est un potentiel que vous mesurez comment? Parce que, évidemment, quand on suit, l'émission est quotidienne, donc on en parle tous les jours, et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on se demande quand est-ce que pendant combien de temps ce momentum, la surperformance relative, notamment de l'Europe par rapport aux États-Unis, combien de temps est-ce que cette situation va pouvoir durer? Vous dites qu'il y a encore du potentiel qui ne s'est pas complètement exprimé. Alors, il y a des questions de valorisation relative, et puis il y a aussi des questions de réouverture. C'est-à-dire que nous, on est, en termes de campagne vaccinale, en termes de réouverture, on est en train de progresser vers ça. Et on n'y est pas encore. Les États-Unis sont beaucoup plus avancés que nous. Et je dirais que s'il n'y a pas d'accident boursier aux États-Unis, puisqu'en fait... il faut quand même pas se leurrer. Si les États-Unis baissent violemment, on va pas monter. Donc il y a quand même un co-mouvement. Les investisseurs continuent effectivement à aller chercher des histoires en retard, puisque les États-Unis, eux, pour le coup, sont proches de sont au plus haut historique, et en termes de valorisation, sont finalement relativement chers. Donc on a encore de la place en Europe du point de vue de la valorisation et du point de vue du rattrapage des résultats. C'est certes plus lent pour les raisons qu'on a évoquées, mais ça s'opère également. Qu'est-ce qui marquera la fin de ce mouvement, Sophie là? Quelle sera l'inflexion, le point d'inflexion qui fait que le cas deviendra un peu moins favorable peut-être? Alors, de toute façon, effectivement, il va y avoir pas mal d'interrogations. Enfin, il y a déjà beaucoup d'interrogations autour de l'inflation. Même si c'est un problème qui, pour le moment, est plus américain, on a aussi de l'inflation transitoire en Europe. Mais disons que d'un point de vue durable, c'est sûr qu'il y a plus de risques de surchauffe aux États-Unis, même si ça n'est pas notre scénario central, mais il y a plus de risques de surchauffe aux États-Unis qu'en Europe. Mais par effet de ricochet, vous dites ce risque américain, il peut aussi à un moment se retrouver peut-être sur les actifs européens. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a une matérialisation de surchauffe aux États-Unis, une tension obligataire violente, on connaît ce problème-là, il y aura par effet de contagion de toute façon une consolidation en Europe. On va pas être complet, on n'est pas protégé. Effectivement, d'une phase de resserrement des conditions financières aux États-Unis qui interviendrait parce que finalement l'inflation sort du cadre, donc la Fed est prise au piège entre guillemets, l'inflation sort du cadre de ce qui est tolérable. Ce risque américain, c'est un risque qui grandit, je sais pas, par rapport, ça fait des mois qu'on en discute là aussi du risque de surchauffe, après quelques statistiques un peu fortes d'inflation, c'est un risque grandissant, stable. Pour moi, c'est un risque stable, mais c'est un risque. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui ce que nous retenons comme la probabilité la plus forte, mais c'est un risque. L'impulsion budgétaire est inédite. Le taux d'épargne des ménages a énormément monté et il y a des gens extrêmement intelligents aux États-Unis qui commencent à dire effectivement non, là on est vraiment à risque de voir une accélération plus durable de l'inflation et ça nous mettrait boursièrement dans un environnement qu'on qualifie de boom-bust, c'est-à-dire que ça accélère très fort, l'inflation accélère, on ne peut pas non plus avoir un dérapage de l'inflation et donc la Fed est contrainte à resserrer les conditions financières. Ce faisant, elle arrête l'économie. Et donc, boom, bust. C'est-à-dire, ça explose et puis ça se crache. Et bon,
c'est vraiment, je dirais qu'entre guillemets, c'est le scénario noir. Après, qu'est-ce qui va se passer? On est aujourd'hui, qu'est-ce qui peut arrêter le marché tout simplement? C'est qu'on est dans la phase de rattrapage des résultats et puis on va se normaliser. Et les niveaux de valorisation étant assez élevés, voilà, on va simplement caler. À un moment, on va caler. Eh bien, on suivra ça avec la séquence Banque centrale là, qui reprend avant les mois d'été, donc la BCE ce jeudi et la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci d'avoir passé ce moment avec nous pour discuter des enjeux de marché. Sophie Chevelier qui était à mes côtés en plateau, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Et merci beaucoup à Philippe Wechter de nous avoir accompagnés à distance en visioconférence, chef économiste d'Ostrom Asset Management.